Ben dis donc. C'est quoi? C'est le théâtre. Le théâtre. C'est la parole. Parole. C'est pas la mise en scène, c'est la parole. Pourquoi t'as quelque chose contre la mise en scène? Parfois oui, Ah bon? elle nuit à la parole. Ouais, Parfois elle peut l'aider, la parole, mais Ah. parfois elle peut la nuire. quand même. Et les comédiens, ils nuisent jamais Et- à la parole? Suis aussi. Aussi. Pour dire la parole, faudrait. Oh putain, c'est lourd, hein? C'est lourd. Tu veux que j'ouvre? Mais c'est à toi, ça? Oui, oui. J'ai acheté ça, je sais pas quand il y a longtemps. Alors attends, couverture. Ah, mais c'est ce truc que tu m'as fait transporter? Oui, Dans l'autre sac? oui. Mais ça, c'est tout. C'est quoi, c'est tes habits? Non, 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 non. C'est tous mes récits, j'aime pas bien le mot. Enfin, Les quoi? Les récitals que j'ai faits. Les récitals? Oui, les T'es récitaux. pas un musicien, t'es pas un pianiste. Non, Pourquoi on t'appelle ça des récitals? parce que je suis seul Ah bon? devant un livre. Je veux dire par rapport à un Ouvert. orchestre, quoi. Oui. C'est bavard, hein. Attends, mais... Ah, je vois quelque chose là. Ça, c'est très beau. Ça, c'est... Ah, écoute, regarde. Tu vois, ça, c'est une photographie de Dickens lisant. Oh, il avait une sacrée barbe, hein? Dernière lecture publique de Charles Dickens. Parce qu'il lisait ses propres textes. Oui, c'est lui qui a inventé la lecture. Ah, mais dis donc, ça me fait penser à une chose. Quand tu as fait Oui, quand j'ai fait... justement le Dickens, Eh ben, j'avais ça. tu avais cette, Oui, cette j'avais table. cette table. Oui, exact. Oui. Et c'est ça. Voilà. Et ça commençait. La Potsnaperie. Chixie, Vineling et Stables, bureau dans Mincing Lane, London. Monsieur Chixie, Monsieur Vineling, Monsieur Stables. Alors, allons rendre visite, en ces temps de grâce 1866, à la maison du second de ces messieurs et associé principal de l'affaire, après avoir commencé par renaître le représentant de la commission, Monsieur Vineling. Monsieur et Madame Vineling étaient des gens tout neufs, habitant une demeure toute neuve, d'un quartier tout neuf de Londres. Leurs meubles étaient tout neufs, leur argenterie était neuve, leurs amis étaient tout flambant neufs. Ils étaient aussi nouvellement mariés, qui étaient compatibles avec un bébé tout neuf. Marrant. Mais alors, attends, on va essayer un peu de mettre de l'ordre. Donc ça, c'est le premier que tu as fait. Oui, ouais, voilà, c'est le Tu premier. l'as fait chez Dasté, Oui, chez la Dasté. Comédie de Saint-Étienne. Et va voir la photo et on avait fait la photographie que je t'ai donnée tout Oui, à l'heure. oui. Elle est là. Vous aviez fait faire... Eh bien, c'était le exactement, décor, le enfin, même le décor, meuble. c'était l'accessoire. Le même meuble Ouais. que ça. Et j'avais, à la Comédie Saint-Étienne, on m'avait donné un costume un peu dans ce genre-là, sans la barbe. Mais qu'est-ce qui t'a pris, alors que tu étais comédien, que tu jouais, que même Dasté t'avait Je vais indiqué te dire. des possibilités de mise en scène, Oui, tu je vais étais le te- responsable des tréteaux. Je vois ce que tu veux dire. Pourquoi? Ben voilà. C'est une chose dont j'ai été très... Quand je suis arrivé en Angleterre, quelques temps après mon arrivée, j'ai été donc... j'ai fait beaucoup de figuration Oui, chez c'est ça, ça Laurence tu me l'as Olivier, raconté chez Laurence de Olivier. figuration. Et un jour, on m'a dit, viens voir, il y a un bonhomme qui dit du Dickens. C'était Emlyn Williams. Il venait d'avoir une royale performance. Comme ça. C'était plein depuis 1 an. Et j'ai vu ce monsieur. Je comprenais très peu l'anglais. Et j'ai vu une chose qui me concernait terriblement. Je ne suis pas un comédien, mais ça me concernait beaucoup. J'étais amoureux de ça. Et j'ai me dit, au fond de moi-même, je sais que ça fait beau de dire ça, mais faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est ça ce que je voulais faire en fin de compte, pas cette forme de théâtre-là. J'étais étonné, bouleversé. J'ai pas été le voir rien du tout, mais j'ai gardé ça vraiment comme un souvenir très fort, très très fort. Et quand je suis revenu en France, chez Jean Dasté, j'ai dit, je vais faire Dickens, et je vais faire Emily Williams aussi. Voilà ce que j'ai voulu faire. Et c'était le début, j'ai pas peur des mots, d'une histoire d'amour, vraiment d'amour, pour un comédien, parce que moi, au fond, j'aimais pas bien, c'est drôle de dire ça, mais les comédiens, à part ceux de Brecht, quand j'ai vu le Cercle de Crèche, j'étais aussi une fascination pour les comédiens
qui jouaient sans jouer. Mais j'ai horreur, donc je fais partie de ces comédiens qui jouaient, qui surjouaient, qui faisaient des numéros de comédiens, on ne sait pas pourquoi, qui faisaient sur scène pour s'exhiber à ce point-là. Et c'est une maladie très grave dans le théâtre, ça. Mais ce n'est pas la faute des comédiens. Je crois que c'est l'éducation, la mauvaise éducation qu'on a reçue. Et puis maintenant, c'est une question économique, se faire voir surtout pour être pris pour autre chose. Il y a une telle misère. Moi, je connais un comédien à Paris, c'est parce qu'il fait tout sauf son métier. À 6 heures du matin, il se rend dans un studio pour faire du doublage. Après, il saute de là pour faire un petit bout de film. Ensuite, toute la journée, il fait 10 choses différentes, il ne fait pas son métier, pour gagner sa vie. Simplement gagner sa vie. Il a des gosses, une femme qui ne pouvait pas travailler. Il faisait tout. Il a gâché sa vie de comédien pour bouffer. C'est-à-dire, c'est ce que je ne voudrais pas faire. Ça veut dire avoir... C'est du luxe que je fais, moi. De gagner ma vie. Je gagnais pas d'argent. J'ai gagné ma vie en faisant une chose qui me plaisait. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre que de mieux que ça? Non, si je comprends bien, tout ce qui est là, Oui. c'est ta vie parallèle. Absolument. Puisque tout en faisant ces récitals, oui. Tu as continué, jusqu'au début des années 90 en tout cas, à jouer avec Dasté, avec Planchon, avec Chéreau, avec Savary. Oui. Et puis là-dedans, alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a... Tiens, il y a la liste, d'abord. Il y a la liste. Tu veux? Mais je ne sais pas si dans quel ordre c'est, ça. C'est peut-être pas... Là, c'est Dickens. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc Dickens, t'as mis 18 poètes. Qu'est-ce que c'est? Des pensées. Écoute, tous les mots, portez les mots pour ne pas qu'ils tombent. C'est de toi, ça? Oui. Les silences neutres. La voix plus... pas mécanique, habitée. Grande attention à la ponctuation. Le théâtre, c'est l'exhibitionnisme. Servir le texte, ne pas s'en servir. Trouver un équilibre de son. C'est de moi et c'est des influences de lecture. Oui, exactement. Mettre les mots en action sans effet. Juste un mouvement des mains. Juste écouter. Une distance juste avec le spectateur. La présence sans quoi on ne peut pas faire de théâtre. Ce sont des choses un peu naïves que je dis. Des petites réflexions de mon métier. Je continue. Trouver le rythme. C'est façon d'extérioriser ce que l'on ressent. Trouver le rythme. Trouver les rythmes, c'est façon d'extérioriser ce que l'on ressent. Le théâtre, qu'est-ce que c'est? C'est l'exhibitionnisme. C'est l'exhibition exhibitionniste. Carrément. Ouais. T'en as fait beaucoup, hein? Ouais. Le cinéma, c'est l'image. Le théâtre, c'est la parole. La vérité, son exactitude. Excuse-moi, mais je continue. Non, mais je pense bien que tu fais des belles choses, tu écris. Mais je suis quand même intrigué. Donc exemple, là, tu ne peux Sartre, pas... Une saison en enfer. Je vois que tu as fait aussi Sartre, mise en scène de Robert Gironès, avec Bernard Châtelier et Jean Magnan, ces deux admirables intellectuels et dramaturges. Serge Marzolf au décor. Donc une saison en enfer. Les grandes banquettes ruptures du Flore. Avec Marzolf et Gironès. Les grandes engueulades. Mais c'est du théâtre. C'est de la tragédie grecque. Donc tout ça est dans le désordre, évidemment. Donc on va essayer de suivre. Donc une saison en enfer. Francis, c'est le spectacle que tu as écrit. Oui. Il y en a un autre. Il y a Francis et puis il y a... D'où viens-tu mon petit? D'où viens-tu mon petit? C'est des spectacles Martinelli, Jean-Louis Martinelli. D'où viens-tu mon petit? C'était avec Jean-Louis Hourdin. Voilà une écriture que j'ai. Emmanuel Bove. Voilà une écriture pour un... Ah oui. Ça, on va en parler parce que c'est l'occasion aussi d'une grande rencontre avec cet immense danseur qui était Dominique Bagouet. Exactement. Ouais. Mais tu classes jamais, toi. Hein. Non. Quoique c'est déjà inouï que tu aies
tout ramasser, Oui. franchement. Mais je n'aime pas classer, moi. Oui, bien D'un sûr. seul coup, quand Alors, je classe, qu'est-ce que c'est je me ça sens prisonnier. Moi. C'est qui ça? C'est quoi ça? Ça, c'est pas marqué. Attends. Attends, ça. C'est quoi? Gérard Ça, c'est aimerait- Sartre. Attends, on va mettre... Écoute ça, je sais pas d'où ça vient. Oui. Nous connaissons la scène. Il y a des hommes rassemblés et quelqu'un qui leur fait un récit. C'est moi. Ces hommes rassemblés, on ne sait pas encore s'ils font une assemblée, s'ils sont une horde ou une tribu, mais nous lui disons frères parce qu'ils écoutent le même récit. Celui qui raconte, on ne sait pas encore s'il est des leurs ou si c'est un étranger. Nous le disons des leurs, mais différent d'eux, parce qu'il a le don, ou simplement le droit, à moins que ce soit le devoir, de réciter. Il était pas... Je continue? C'est ce beau texte de Jean-Luc Nancy, Voilà. philosophe. Exactement. Écoute, moi, si tu es d'accord, hein, ça fait un peu tâcheron, mais j'assume pleinement ma tâche. Oui. On va un peu mettre de l'ordre. Donc là, Je te j'ai suis, Sartre. je te hein. suis, Donc, parce que tu as travaillé Sartre, tu as travaillé Bove. Il y a donc Francis et D'où viens-tu mon petit, qui sont les spectacles que tu as écrits sur ton histoire. Une saison en enfer, donc ça c'est Rimbaud, avec Bruno Beuglin, Avec je Bruno crois. Beuglin, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce ça? que c'est que ça? La crosse en l'air. C'est Prévert. Un soir, rue de Rome, ça Oui. c'est Prévert. Attends, Ça fait Prévert attends, aussi. Attends. Oh, c'est virulent. Rassurez-vous, braves gens, ce n'est pas un appel à la révolte, c'est un évêque qui est sous et qui met la crosse en l'air, comme ça, en titubant. Il est sous, il a sur cette tête cette coiffure qu'on appelle mitre, et tous ses vêtements sont brodés richement. Il est sous, il roule dans le ruisseau, sa mitre tombe, c'est le soir, ça se passe rue de Rome, près de la gare Saint-Lazare. Alors, ça c'est Prévert. Ça c'est Rimbaud. C'est mon verre. C'est mon verre. Alors, comme ça, tu es dans le train. Ça c'est Francis. Oui. Histoire du petit ramoneur. Ah, ça c'est ouais. une des plus belles choses. Ah, ça, je veux le refaire, ça, avec Écrite par lui-même. Ah oui, avec Jean-Louis. Ouais. Et ça, tu avais fait ça avec Chavassieux, hein, à la Oui, création. ça, c'est- Ouais. Voilà, donc bon. Prévert, alors encore Prévert, on va mettre là. Et ça, je vais t'aider là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, aide-moi un peu quand même, parce que tu les connais mieux que moi. Non. Qu'est-ce que c'est ça? Le soleil et moi étaient enlevés depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était le jour de mon anniversaire du melon acheté dans... Ah, c'est... Ah, merde. Aux frères humains. Voilà, c'est ça. Ça, tu l'as fait ici, tu l'as créé au 7e. J'ai créé ici. Ah oui, tu l'as créé ici, ouais. Avec Ourdin. Albert Cohen, hein, c'est ça? Oui, oui. Ouais, C'est d'accord, quoi? ouais, bien T'es sûr. sûr qu'on l'a créé? Ah oui, dans le cadre du mois Albert Cohen, c'était pour Mais l'anniversaire. attends, où les comédiens disaient tous du Bove. Là, c'est le Bove. récital, ça. Quel Bove? Cohen. Non, mais d'accord, mais Il y tu a as eu- fait il les y a deux eu- choses. On a avec fait Madame une Cohen. nuit Cohen. On a fait une nuit Cohen. Oui, c'est ça. Tu es descendu, ça t'arrive souvent d'ailleurs, du 7e au théâtre Oui. pour jouer, de temps en temps. Oui, quand hein, vous Quand m'acceptiez. on t'accepte. Mais tu as créé le Aux frères Moi, humains. j'étais toujours classé là-haut. Non, et Comme tu les as, vieux. tu as fait deux Sous les Cohen. Tu as fait aussi le livre de ma mère, qui je ne sais pas où il est. Alors ça, qu'est-ce que c'est? L'Hélicon. Bah ça, c'est Prévert. c'est Prévert Ouais. et D'accord. comment Prévert. et Bobby Lapointe. Comment Prévert et Bobby Lapointe. L'Hélicon, c'est... Ce soir au bar de la gare C'est Igor. c'est pas Prévert et Bobby Lapointe. Si, c'est- ce soir au bar de la gare Igor, à Gare et Noire, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand-duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était toc, dit Igor, qui s'endort ivre-mort au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard, se marre les fêtards paillards du bar. Car encore, Igor, il dort. Mais près, je vais un peu vite, mais près de son oreille, merveille, un réveil vermeil, lui produit des conseils pendant son sommeil. Tic-tac, tic-tac, tacati, taquité, tic-tac, tic-tac, tacati, taquité, tic-tac, tic-tac, t'es cocu, qu'attends-tu? Cuite-toi, t'es cocu, tac-tac, cuité, et quitter ton quartier. Ta tactique était toc, ta tactique était toc. Auto-tatoc et troc, ton couteau tout crotté, et ta croûte au couteau, quand t'attends t'attaquer, quand t'attends à côté, qu'un tricu tout compté, et quitte ton quartier, tacati, taquité, tacati, taquité. Tout à côté des catins, des catis, taquiné, un coquin, coquin. Et des petits coquets tout en tricotant qu'à côté des disques t'étais critiqué, qu'un compte toqué qui comptait en tiquant tout un tas de tickets de quai, quand tout à coup, pouf, au matin, quel réveil matin, s'écrit le russe blanc de peur. Pour une sonnerie, c'est une belle sonnerie. Chapeau. Bobby Lapointe. Merci. Donc, je t'en prie. J'ai placé mon Il texte. paraît que tu n'as pas de mémoire, mais sur Bobby Lapointe, tu as une mémoire... Oui, parce que c'est un texte.
extraordinaire qui n'est pas normal. Moi, la normalité, j'arrive pas à me souvenir. Tu ne veux pas apprendre la normalité? Non, je dis dans la rue. Mais au théâtre, un texte comme ça qui est, il est surélevé, j'ai des difficultés, mais moins que les autres. C'est pour ça que je ne fais pas de cinéma. Ah, ça... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, regarde ça. Ça, c'est quelque chose, ça. Ah oui, c'est Victor Hugo. Ouais. Une noblesse opiniâtre du Nord souffla sans discontinuer sur le continent européen et plus rudement encore sur l'Angleterre pendant tout le mois de janvier 1690. De là, le froid calamiteux qui a fait noter cet hiver comme mémorable aux pauvres sur les marges de la vieille Bible de la chapelle presbytérienne des non-jurors de Londres. Un soir, vers la fin d'une des plus glaciales journées de ce mois de janvier 1690, dans une des nombreuses anses inhospitalières du golfe de Portland, il se passait quelque chose d'inusité qui faisait tournoyer les mouettes et les oies de mer. Oh, c'est magnifique. Là, qu'est-ce que tu peux jouer là-dedans? T'as qu'à dire. T'as qu'à dire. T'as qu'à te quitter, t'as qu'à dire. Alors... Ah bah voilà, ça c'est encore le quel bordel. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ça c'est français, ça c'est ça. Ah, que je vous conte et vous raconte sur un cahier. C'est moi, j'ai écrit là pour la première fois de ma vie. Que je vous conte et vous raconte sur un cahier d'écolier l'histoire d'un homme. À la fin de la dernière guerre, revenu du camp de concentration de Buchenwald, il a perdu la parole, il a de grandes difficultés à s'exprimer. Un jour, il accompagne un de ses amis à un cours de théâtre. C'est le cours de M. Charles Dulin, un homme de théâtre important. Il va plusieurs fois assister à ses cours. Et ce qui l'intéresse, c'est l'assurance que certains ont avec la parole. Il trouve surprenant et beau de voir surgir du silence des mots qui n'appartiennent pas à la personne qui les formule, mais à ceux qui les ont écrits hier, au plus lointain des passés. Ce qui l'amuse, c'est l'engagement physique de certains qui n'hésitent pas à se rouler à terre, c'est impressionnant, mais souvent il n'entend plus la parole. Lui qui a de grandes difficultés avec la formulation de ses pensées, il écoute comme un aveugle qui voit des images. Ça, c'est donc l'arrivée chez Dulin. L'observation, oui. 50 ans après, de l'arrivée chez Dulin. Oui. Alors, ça, je connais ce... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, voilà, c'est Bouvier, ça. Non, non. Quoi? Non. Ah, c'est Tchekhov, la dame au petit chien. C'était ça, en fait, le récital. C'était la dame au petit chien. Où il y avait d'autres textes. Il me semble bien. Mais la preuve, attends, tiens, il y en a un autre, là. Il y en a un autre, là. La fiancée. C'était deux nouvelles, deux contes de Tchekhov. C'est ça. Il était environ 10 heures du soir. Oui. C'est drôle, ça, oui. ça commence souvent par des heures. Oui. Hein. Ah, mais vous avez corrigé quelque chose. La pleine lune éclairait le jardin des choumines, etc. Moi, je voudrais raconter un jour, tu sais qu'avec sa femme, qui était une actrice qui faisait la fête à Moscou, lui, il est en train de mourir. Lui est en train de mourir. Quoi? Moi, j'aimais beaucoup qu'il était en train de mourir. Pendant qu'elle faisait sa fête? Oui. La fête. C'est toujours le rapport entre les hommes et les femmes, ça. Oui, ou entre les femmes et les hommes. Les hommes sont en train de mourir et les femmes font la fête. C'est toujours comme ça? Oui, toujours. Tu crois? Oui, oui. Ah, mais ça, c'est encore Bobby Lapointe. Alors, Bobby Lapointe, voilà. Voilà Francis. Ça, c'est le livre. Ben, c'est Prévert Jacques, encore. Jacques Prévert. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais tu les as pas tous pris, hein? Tu en as fait un paquet. Ça, je pense que c'est... C'est pas le livre de ma mère, ça? Fais voir. Non, c'est Aux beaux frères humains. C'est Aux frères humains? Attends, non, regarde, non, c'est le livre de ma mère, je pense. L'attaque... Oui, c'est le livre de ma mère, ça. Hein? Oh non. C'est quoi? Je crois que c'est... Non. Ah oui, c'est l'auteur du livre de ma mère, c'est... Albert Cohen. Eh ben c'est Albert, oui, t'as raison. C'est le livre de ma mère. Oui. Ouais. Oh, tout impassible sur mon lit de mort que je serai... Comment je comprends pas. Oh, tout impassible sur mon lit de mort, je serai indifférent, même aux sanglots de celle qui tant m'aima. Et cela est incroyable, car elle m'a bien aimé.
D'accord. C'est pas Pleurnichard, Cohen. Ah bah il faut pas le faire pleurnichard parce qu'il a tendance déjà hein, un peu. Ça c'est mon grand amour. Comment plus belle histoire d'amour commence comme ça. Cela lui était venu un dimanche après la messe. Il sortait de l'église et suivait le chemin creux qui leur conduisait chez lui quand il se trouva derrière Martine, qui rentrait aussi chez elle. Le père marchait à côté de sa fille, d'un pas important de fermier riche. Dédaignant la blouse, il portait une sorte de veston de drap gris et il était coiffé d'un chapeau melon, à large bord. Elle, serrée dans... Je vais un peu vite, mais parce qu'on a beaucoup de choses. Elle, serrée dans un corset qu'elle ne lassait qu'une fois par semaine, s'en allait droite, la taille étranglée, les épaules larges, les hanches saillantes, en se dandinant un peu. Coiffée d'un chapeau à fleurs confectionné par une modiste d'Yvetot, elle montrait tout entière sa nuque, forte, ronde, souple, où ses petits cheveux follets voltigeaient, roussis par le grand air et le soleil. J'ai fini. Lui, Benoît, ne voyait que son dos, mais il connaissait bien le visage qu'elle avait, sans qu'il eût cependant jamais remarqué plus que ça, et tout d'un coup il se dit « Ben non, c'est une belle fille tout de même que la Martine. » Comment écrire mieux en quelques lignes, en quelques mots? Il n'y a pas... Il n'y a rien. C'est... Maupassant. D'accord. Ah, ça... Ah oui, ça c'est... Oui. Tiens. Ah, j'aime... Je suis né dans un pays qui n'est pas né dans un pays. Mon village s'appelait Oasis. Ma maison, la cruche, et moi, petit palmier intelligent. Nous habitions à une vingtaine de kilomètres de la mer. Dis-moi qu'on aurait pu se rapprocher un peu, non? Eh ben, t'as raison, c'est non. Remarque que mon village ne manquait pas d'esprit, car à défaut d'une mer bleue, il choisit une mer jaune, naïf. Il n'avait jamais été à l'école, et la géographie et lui ne se connaissaient pas du tout. Et moi, qui suis allé à l'école, on m'a appris la différence qu'il y a entre ces deux mers. L'une est aussi sèche que l'autre est salée. Ça, c'est Eulalia. Louis Arty. De Louis Arty. Qu'on a créé chez toi. Enfin, vous ne l'avez pas créé chez nous à Saint-Gervais, mais vous êtes venu le jouer à Saint-Gervais. Ah oui, on ne l'a pas créé. Il n'y a rien d'autre? Oh, c'est fini. Oui, mais là, il va falloir qu'on fasse le compte, hein, parce qu'il manque... il en manque, hein. Et pourtant, moi, j'ai bien transporté. Non, il en manque. Je veux dire, c'est bien ce qu'on a amené ensemble de Bourgogne ici, mais... Quoi, il en manque? Mais il en manque. Tu vas voir. Je pense qu'il en manque. C'est pas grave. Allez. Merde. Bon. Oh, les micros. Alors oui, donc tu t'étais fait... Non, mais je veux dire, tu t'étais fait... T'es d'accord? Oui, tu veux t'arrêter un moment? Non, dirige-moi. C'est bien ce que tu fais là. On se fait maintenant... J'aime bien comme tu fais là. Non, j'aime bien. Alors, regarde. Donc, tu as commencé par Dickens. Oui, ça, on l'a dit plusieurs fois. Hein. Oui, je sais. C'est commencé par Dickens. On l'a dit plusieurs fois. Et tu as commencé... Avec Dickens. Par Dickens. Avec Dickens? Non. Il est où, Dickens? Par... Attends, je cherche Dickens. Dickens. Ouh. Ah, le voilà. C'est le premier. Voilà, ça c'est Dickens. Oui, c'est celui que je reprends bientôt d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, on a calculé, ça varie hein, selon les calculs, entre 17, 18, voire 20 ou 21, selon comment on compte, récital. Ça c'est impressionnant. Tout ça depuis 1958. Ça fait combien d'années ça, ça fait 39 ans. Ça fait combien de récitals par an? Oh bah ça tu vas me le dire. J'aurais fait combien de récitals? Bah si t'en as fait 20 et on dit 40 ans, ça en ferait un tous les 2 ans. C'est pas beaucoup. Non. Bah au début en fait, comme tu jouais encore beaucoup dans les spectacles, t'en faisais un tous les 2 ou 3 ans. Oui, c'est vrai. C'est surtout à partir du moment, semble-t-il, hein, où tu quittes le TNP, que tu te concentres exclusivement quasi sur mais ça c'est quand même, ça t'a pas manqué parce que en quittant le TNP, bon tu quittes évidemment une immense aventure humaine et collective et à la fois artistique. Je crois que c'est en quittant le TNP que tu fais, donc on en a déjà parlé, ce spectacle avec Savary, la Cabaret. Et si j'ai bien noté, et c'est en 1990-91, tu fais plus rien depuis. Donc ça fait maintenant presque 20 ans que tu ne joues plus avec d'autres comédiens. Non. Et tu ne travailles plus vraiment dans le cadre de mise en scène au sens traditionnel du terme. Exact. Ça te manque? Pas du tout. Pas du tout. Ce qui me manque, je vais te dire ce qui me manque. Faut bien le prendre.
c'est pas un metteur en scène. C'est un homme qui... Ou une femme. Ou une femme qui s'intéresse vraiment à ça, parce que j'ai terriblement besoin d'apprendre des choses que... Je sens qu'il y a quelque chose que... Je passe à côté des choses. C'est pour ça que je dis des choses comme ça, oui. que je pille chez les uns ou chez les autres. J'ai besoin... c'est un grand mot peut-être. Dans mon travail maintenant, j'ai besoin d'ordre. J'ai besoin de quelqu'un qui est... Je ne sais pas comment dire le mot. Qui s'intéresse vraiment à la lecture. Et ils sont rares. Tout le monde s'intéresse à la lecture. Mais personne ne s'intéresse vraiment à la lecture, à l'art de dire, à l'art d'avoir de mettre la parole en communication avec les gens sans être comédien. Mais quand sans jouer. Sans jouer. Mais quand tu... Un autre jeu, en tout cas. Un autre jeu, on va dire, parce que oui. Sans jouer, ça pourrait être un peu hypocrite quand Absolument. même. Mais quand tu commences en 58, c'est quelque chose qui existe, semble-t-il, en Angleterre, puisque tu importes en quelque sorte cette tradition vers la France. Mais quand on voit le temps qui a passé depuis 58, j'imagine qu'à l'époque, c'est quelque chose de tout à fait singulier. Enfin, c'est une pratique qui doit trancher avec non seulement la troupe de Saint-Étienne ou celle de Planchon, mais avec les mœurs, non Comment ça a été perçu? Un peu comme une chose un peu, j'étais étonné, comme une chose un peu nouvelle, comme une vraie création de quelque chose ensuite, j'ai vu des comédiens qui lisaient. Ça n'a rien à voir avec des comédiens qui savent bien lire. C'est un engagement profond d'une communication avec des gens. C'est ressusciter un art perdu qui, dans le temps, il y avait, tu sais, des Italiens qui vendaient des tas de choses, qui vendaient des savons, qui vendaient des chaussures, des camelots, comme ça. Et puis, le soir, ils étaient invités à dîner, à coucher, et ils racontaient ou ils lisaient une histoire. C'est ça que j'aimais, revenir à cette chose mystérieuse et un peu magnifique. J'ai raconté à des enfants aussi. Ça, c'est merveilleux. Et des enfants, c'est le public le plus exigeant, le plus dur que j'ai rencontré, ce sont les enfants. Mais cette référence à l'Italie, c'est effectivement celle qui est liée au colporteur, oui. au cantastorie, dont Dario Fo aussi s'est fait l'héritier d'une certaine façon. Oui. Là, c'est des histoires qui existent, des contes, des légendes, mais qui ne sont pas toujours écrites, et que l'acteur restitue à sa façon. Toi, c'est quand même très différent ce que tu fais. Oui, c'est différent. Tu pars de textes de grande et de puissante littérature. Ben oui, moi, ça rejoint un petit peu une partition musicale. C'est de la musique qui est écrite. Et je la transcris. Et puis, c'est rare, les belles écritures. Moi, j'aurais aimé... Il y a, comment s'appelle, un philosophe qui est mort, que je connaissais un petit peu parce que j'apportais des textes de Planchon chez lui. Roland Barthes. Exactement. Ce monsieur me recevait chez lui en bonnet de nuit, avec des chaussons et en chemise de nuit. Il m'ouvrait et il me disait « Chut, maman dort ». Et là, il me lisait des choses. Il était... j'ai eu une belle rencontre avec un... Des choses qu'il avait écrites. Qu'il avait écrites. Qu'il était en train d'écrire. Qu'il était en train d'écrire, autour d'un café, comme ça. Et Roger Planchon lui envoyait ses pièces. Il voulait avoir l'avis de Barthes. C'est un avis... Mais j'ai jamais rencontré un monsieur... Avec Sartre aussi, j'ai rencontré ça. Un monsieur qui avait autant de savoir et qu'on ne savait pas. On a l'impression que... Il inventait tout comme ça. Il avait un savoir qu'il réinventait. C'est pas un homme... Très souvent dans le métier, on rencontre des gens qui sont très instruits. Et moi, j'en ai beaucoup souffert de cette instruction que je ne pouvais pas agripper. C'était comme si c'était réservé à quelqu'un qui avait fait des études ou qui avait un don de lire. Puis tout à coup, tu rencontres des gens comme ça qui ont oublié tout ce côté du savoir, qui restituent... Avec Sartre, Sartre est venu... On situe peut-être alors, si tu veux bien, donc pour qu'on puisse apprécier aussi. Non, donc en 1974, je crois 76, tu vas donc présenter un spectacle qui s'appelle Sartre, et qui est mis en scène, on en a parlé, par Gironès,
et avec Châtelier et Marzolf et Magnan, Oui. au théâtre du 8e à Lyon. Mais peut-être, si tu veux bien, avant de raconter l'histoire de la rencontre avec Sartre, raconte-nous, qu'est-ce qui t'a poussé vers Sartre? C'est ce que je voulais dire. Sartre devait faire à la télévision une succession de causeries qu'il avait écrites comme ça. Et quelques jours avant qu'il passe, on lui a demandé, la direction lui a demandé qu'on lise un petit peu ce qu'il va dire, comme ça. Il a dit, écoutez, moi j'ai passé l'âge des examens, où je passe tout de suite et où je m'en vais. Et il est parti. Et quand j'ai lu ça, je me rappellerai toujours, je disais ça sur le trottoir, je me suis dit, ça voilà, ben moi je vais faire ça. Ce qui a été refusé, ce qui l'a empêché. C'est ça. Et j'étais avec un copain, je disais, j'osais pas, avec Planchon, il ne voudra jamais. Et puis il me dit, mais il y a un gars qui vient de prendre il n'y a pas longtemps le 8e, va le voir. C'était Robert Gironès. Robert Gironès. Je me suis payé de culot, j'ai été le voir. J'ai vu un jeune homme merveilleux, ouvrant pas un directeur, un type ouvrait comme ça. Il m'a dit, d'accord, on le fait. On change tout, c'est le prochain spectacle. On se donne un mois et demi de répétition, et tu le fais. Alors, il demande à ses deux assistants, qui étaient des gens merveilleux, avec ses assistants, il a fait des choses merveilleuses, qui s'appelaient Magnan et Châtelier. Magnan et Châtelier. Il me dit, écoute, qu'est-ce qu'il y a le problème? Eh bien, tu remets ça plus tard. Il a tout bousculé pour faire ça. C'est le plus beau souvenir. Je n'insiste pas parce que j'ai les larmes aux yeux. Non, mais quand on sait ce que c'est que faire une chose comme ça, que d'avoir la direction d'un théâtre, et tout le mal qu'on fait, qu'on a pour faire une saison de théâtre, à placer, et puis d'un seul coup, comme ça, hop. Mais alors, comment tu t'es, il y a ce geste d'une grande intelligence et générosité de Gironès, mais comment tu t'es organisé pour rencontrer Sartre? Je crois que tu avais une amie qui était très proche, une intellectuelle de Lyon. Qui s'appelle Jeannette Colombel, ouais. Et qui était une grande amie, et qui c'est pour elle a fait un petit peu, elle a travaillé avec les deux amis. Magnan et Magnan. C'est elle qui a fait beaucoup sur le texte de Sartre, qui a fait les choix, qui a fait des propositions. Et un jour, quand le texte était à peu près correct, elle a dit, bah, écoute, moi je vais dire à Sartre qu'on va venir pour lui proposer ça. Et j'ai été 2 jours avant, j'ai été reçu par Sartre, qui était occupé. Alors il écrivait quelque chose, je sais pas quoi. Alors il me dit, oh, mettez-vous là. J'étais à côté de lui, à son bureau. À son bureau. Et il écrivait des tas de choses. Et j'ai eu la curiosité. À côté, il y avait une petite feuille de papier, comme ça. Et j'ai regardé un peu comme ça. Je n'ai jamais vu une page écrite avec autant de rature. Le sérieux d'un homme qui dit des choses, qui ne dit pas n'importe quoi, qui veut préciser. J'ai dit, je voudrais un jour dire un texte avec des ratures. Le comédien dirait des ratures. Il dirait, non, je recommence là parce que ça va... On devrait réinventer, que la parole n'est pas une chose comme ça qui vous est dit de Dieu. Il y a un travail, il y a un travailleur. Et alors là, Jeannette Colombel et Gironès, Gironès, je sais pas, il était un petit peu... et parce qu'il avait le trac. Il m'a laissé aller tout seul chez Sartre, lui, il restait dans le square à tourner en rond. Il avait le trac. C'est un homme remarquable. J'aimais bien qu'il ait le trac, je le comprends. Mais moi, je ne réalisais pas, peut-être assez. Et donc, j'étais à côté de Sartre, un peu... Et Sartre, et j'ai vu une page d'écriture de Sartre. Et c'est les coupures. Mais là, ce dont tu parlais, c'était, je crois, le moment de la lecture, non? Oui, alors le moment de la lecture, il y avait tout Libé. Et à cette époque-là, Libé, c'est pas des jeunes gens en petits costumes rayés. C'était des cheveux jusque-là, des barbes, et ça marchait, des chewing-gums, il a fallu comme ça. Sartre était là. Il y avait Simone de Beauvoir, droite comme un i, dans un coin, comme ça. Et moi, j'avais un trac, j'ai lu tout le texte. Et là, il y a une discussion avec des gens, avec des gars de Libé. Il y avait, et alors, elle a pris la parole, la femme de Sartre, comment... Simone de Beauvoir. Simone a pris la parole, mais terrible.
Elle a dit, Monsieur Guillaume, ce n'est pas, j'ai rien contre vous de ce que vous avez dit. Je trouve que vous dites très bien, mais je ne suis pas du tout d'accord avec certains textes. Elle a énuméré ces textes-là. Et là, j'ai vu une chose surprenante. De ma vie, j'ai jamais vu ça. Sartre a pris la parole. Il a dit, bon, merci Simone. Il dit, vous savez Simone, je vous emmerde. Et tout le monde riait, c'était comme si une habitude entre eux. Et toi, t'étais pétrifié, toi. Ah, moi, j'étais entre deux petits comédiens, entre deux personnes. C'est des beaux souvenirs de gens, de poètes, de gens qui sont dans un travail, dans une bagarre, dans des contradictions. J'aurais aimé faire partie de ces gens-là. J'étais simplement une forme de serviteur. Je crois que ça a été un spectacle marquant et mouvementé, où tu as vécu des histoires assez... Moi, j'ai reçu 2 dents en l'air, moi. Je suis sorti du théâtre, il y avait 2 gars de l'extrême droite qui m'ont abordé, mais c'était toute la caricature à moto, cuir. C'est toi qui dis ça, oui, paf! Et j'ai reçu un pain dans la gueule, et j'ai 2 dents, comme ça, qui sont partis. Ils me suivaient, je me suis cafeutré dans des chiottes du théâtre du 8e, ils me suivaient, ils voulaient me casser la gueule. Ah non, c'était dur. Surtout que c'était presque après les événements de... Après 68. Après 68, il y avait les événements qui étaient comme ça, il y avait des gens pour, il y avait des gens contre. Genre, Pierre, la dame, Jeannette Colombel, c'était une dame, elle faisait partie des grandes gueules, des gens qui... C'était une époque superbe pour le théâtre. Pourquoi? Pour les idées. Je sais pas. Enfin, les gens disaient la vérité. Ils disaient pas, ah, quel bel artiste. Ah, j'aime beaucoup vos histoires. C'est beau. Non. C'était on disait, la parole disait des idées, et des idées qu'on était contre, on était pour, où c'est discuté. C'était beau cette époque-là. C'était ma plus belle époque, et c'est celle-là, même sans dedans. La plus belle époque, c'était celle-ci, parce que moi, j'étais jamais un militant. Et c'est ce jour-là, et c'est en 68 que j'ai commencé à être un homme, je crois, peut-être. J'étais à côté d'un garçon. On faisait des défilés. J'avais à côté un copain qui était tout jeune. On s'arrêtait souvent. Puis il y avait un vieux monsieur qui était là, qui était sur le trottoir, qui nous regardait, qui ricanait, et qui dit à mon copain, « Ah, mon vieux, quand tu auras vécu ce que tu as vécu, ah, enfin, c'est l'âge. » Il dit, alors, il me dit, quel âge tu as, mon garçon? Il dit, 16 ans et je t'emmerde. Et voilà, c'était 68. J'ai 16 ans et je t'emmerde. Mais pour revenir à toi, vers toi, j'ai vu des photos où on te voit dans les usines Berlier. Oui. Avec le TNP. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que ça a représenté pour toi, ce type d'activité? L'usine me demandait, par exemple, il y avait on m'invitait au repas pour parler du théâtre et pour dire un conte de Maupassant. Mais là, vous étiez plusieurs, ça avait l'air d'être une discussion qui était plus proche du meeting. C'est ça, du meeting aussi, ça. Que de la lecture. Il y avait ça aussi, oui. Mais il y avait des lectures aussi. C'est une histoire de lecture. Je disais du Maupassant, et puis il y avait un groupe, c'était pendant la période de repos, de repos de midi, et des gens qui jouaient aux cartes. Et moi, je me dis, merde, ils n'écoutent pas. Alors, je disais bien du Maupassant comme ça. Et d'un seul coup, je me trompe. Et à ce moment-là, il y a un type qui dit, et il se trompe. Voilà des belles... C'est les plus beaux souvenirs de théâtre, ça. Sartre, avec mes 2 dents en l'air, toutes ces choses-là. C'est un côté... Non pas que... Ça tu idéalises pas, oui, ça? si, un petit peu. Ça peut paraître un peu... Non, mais à l'époque, ce qui est sûr, c'est que tu étais heureux de ça. Et que tu le restes dans le souvenir maintenant. Oui. Moi, c'est mon plus beau... C'est ma plus belle époque de théâtre. Là, j'ai vu pourquoi je voulais faire du théâtre. Tout le monde rêve de s'engager dans un théâtre. Pas seulement de dire des beaux textes, mais un sens. Pourquoi tu existes, pourquoi tu dis ça. Même avec des textes classiques. Des textes classiques. Tu peux pas. Comment faire du théâtre autrement? Ou alors, ça tient pas le coup, tu tiens pas longtemps. Ou si tu tiens longtemps, tu t'enfermes dans un personnage et les gens ne viennent plus voir du théâtre, ils viennent voir un clown, ils viennent voir un théâtre, ils viennent voir un personnage. Ce qui est déjà, pourquoi pas, d'ailleurs.
Mais justement, Voilà. tu parles beaucoup du théâtre. Là, c'est une sorte d'époque, semble-t-il, d'une intensité exceptionnelle pour toi dans le théâtre. Et puis, j'aimerais bien qu'on revienne à cette notion de lecture, Oui. parce que ce qui est quand même frappant, c'est que là, aujourd'hui, quand on te découvre, quand on découvre tes spectacles, que ce soit les versions d'Hugo que tu reprends, que ce soit les nouveaux, le Bobby, etc., tu lis. Tu as toujours lu dès le départ, Oui. quand tu faisais le premier Dickens, tu lisais. Oui. Je vais Alors dire pourquoi je l'ai. Oui, je vais dire pourquoi. Ça va te navrer. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai pas de mémoire. Arrête, tu jouais Cléante, tu Ben oui, mais jouais j'ai eu beaucoup. tous les grands rôles, J'ai ou eu beaucoup de les rôles difficultés. moyens. Attends, j'ai eu beaucoup de difficultés. Et lire, c'est une autre mémoire. Ouais. C'est pas la mémoire de Non. d'apprendre par cœur les mots, Non, c'est on une- apprend autre chose. C'est une mémoire plus Mais qu'est-ce exigeante. qu'on apprend alors? Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi. Mais c'est plus exigeant que la parole. Moi, quand j'apprenais par cœur, et j'ai vu beaucoup de comédiens, j'oubliais jamais que j'avais appris par cœur. Et les grands comédiens, ils oublient par terre, ont l'impression que ça leur vient comme ça. Moi, ça m'est jamais venu comme ça. Donc, avec la lecture, en fin de compte, en lisant, j'apprenais par cœur. Il y a des moments où... Tu découvrais que tu connaissais le texte. Exactement. Et je luttais contre ça. Mais c'était une tension. C'est ça. Et j'aimais ça. J'aimais ça parce que là, c'était trop... C'est difficile d'apprendre par cœur, mais tout à coup, tu deviens un acteur qui joue par cœur. Je ne sais pas comment expliquer ça. Même le jeu est par cœur. Oui. C'est pas seulement le texte qui est par C'est ça. cœur, c'est le jeu. Il y en a peu. Ouais. Et Il y tu a penses peu qu'en lisant, ton jeu peut changer. oui, était correct. À la Là. fois- Il y avait une vérité. Tandis que là, j'ai vu, moi-même, j'étais content d'apprendre par cœur. Mais Jean Dassé, il savait pas bien son texte aussi non plus. J'étais son souffleur. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il me disait, à cette époque-là, en écoutant Jean, en écoutant les autres, je savais leur texte, mais pas le mien. Tu vois, c'est intéressant, ça, dans le travail. Et un jour, Jean me dit, quand ce passage-là, viens près de moi, puis tu me souffles. D'accord, Jean. Et j'arrivais chez lui, comme ça. À côté de lui? À côté de lui. Hop. Et je jouais quelque chose, maladroitement, certainement. Mais c'était moche, je l'aidais mon plan, Jean. Et un jour, je le vois qu'il hésite, je dis, oh, ça y est, merde, il va un trou. Et j'étais derrière, comme ça, sur scène, et il vient tout près, devant les gens. Et il me dit, je sais, tout haut. Jamais je lui ai, après, c'est fini. Je n'ai jamais soufflé. Je lui ai donné un autre, mais pas moi. Il m'a humilié, mais tu te rends compte, quelle humiliation devant les gens. Alors, après Dickens, Ah, c'est des histoires de théâtre. il y a eu Tchekhov. Oui. Non, il y a eu Maupassant. Après Il y a Dickens, c'est Maupassant. Maupassant, oui. Ouais. Ouais. Et c'est là que Roger, avec Maupassant, il était... Parce que donc, aussi, il y a un moment important dans ta vie, pardonne-moi, c'est que Oui. tu as quitté Jean Dasté pour rejoindre Ah oui. Roger Planchon Mais c'était au dur. Théâtre de la Cité à Lyon. C'était Pourquoi dur. c'était dur? C'était dur et magnifique, parce que j'aimais beaucoup être chez Jean, j'étais chez moi un peu. Et d'un seul coup, il y avait quelque chose qui se bousculait un petit peu. J'allais dans une aventure un peu avec Roger. Mais Roger était très chouette avec moi. Il m'a aidé beaucoup à cette aventure. Il m'a aidé parce qu'il y avait un noyau d'anciens qui n'aimaient pas De la troupe. de la troupe. Et quand on est dans une troupe, on n'aime pas quand un nouveau arrive. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Ils n'aiment pas, à moins que ce soit qu'ils aiment. Ils m'aimaient pas. Et Roger en a pris conscience. Et souvent, je me rappelle, oh oui, en Pologne, on a fait ce merveilleux comédien qui a inventé. Tu connais ça. On n'entend plus parler de lui d'ailleurs, depuis assez longtemps. Un Polonais, Grotowski. Grotowski. Il avait, dans une ferme, on était en tournée en Pologne. Et Roger avait rencontré Grotowski. Et il dit, Roger dit, si vous voulez, avec la compagnie, on aimerait bien voir une de... Alors, Grotowski dit, mais bien sûr, vous venez. Ça se passe dans mon théâtre. Le théâtre, c'était un champ labouré, au milieu, il y avait une ferme, une grange. C'était là qu'il était. Et
la troupe me faisait la gueule à ce moment-là. Moi, j'étais tout seul dans mon coin. Et Roger est venu vers moi, il m'a frappé sur l'épaule. Il est resté à côté de moi devant tout le monde. Et depuis ce jour-là, j'ai été accepté dans la troupe. Parce qu'il a regardé, enfin, il a assisté au travail avec toi, moi, à tes côtés. Pas avec les autres. Mais c'est des histoires de famille, ça, de frères et sœurs, d'oncles, de grands-pères, Mais, alors, Grotowski aussi faisait une petite chose. Et il a dit à Jean, c'était la traduction. À Roger. À Roger, il a dit, et alors, Roger lui a dit, non, il n'y a que 3 personnes, c'est magnifique. Donc, tu as eu des rencontres énormes. Des rencontres de fous. Ouais. En fait, toute ta vie, c'est aussi une succession on va dire, de rejets et puis d'acceptation. Oui. Et tu t'es toujours à la fois battu et à la fois tu t'es senti aussi beaucoup combattu. Oh oui. Peut-être plus que tu ne l'as forcément été. Oui, certainement. J'en fais un peu. Enfin, je parle de la période théâtrale, bien sûr. Je ne parle pas de la période avant. La lecture, ça apparaît pas aussi donc comme une sorte de geste un peu, pas frondeur, mais profondément frondeur, c'est-à-dire de trouver la justesse de ta position dans le théâtre, dans le monde, dans la vie, et puis... Oui, il y a ça, mais par rapport toujours à Buchenwald. C'est-à-dire? J'avais réappris à parler. Oui. Et ça, je l'ai, avec les lectures, j'étais toujours, même maintenant, avant d'entrer, j'ai cette chose-là. Je sais parler. J'ai la parole. C'est drôle, cette chose m'a beaucoup... Même maintenant, toujours, j'ai toujours ça comme une valise. C'est-à-dire que quand tu sors de Buchenwald, tu ne parles plus. Tu as pratiquement... J'ai tellement de difficultés que j'ose pas parler. Voilà. J'ose pas parler parce que la seule fois que j'ai commencé à parler, tu sais que j'étais reçu dans des familles, ma mère, je sais pas ce qu'elle faisait, et j'étais reçu dans des familles qui voulaient recevoir des déportés chez eux pour réapprendre. Et j'étais à Die dans la Drôme. Et il y avait un monsieur à Die dans la Drôme qui connaissait très bien un cinéaste qui s'appelait... Oh. Ah oui. Clouzot. Clouzot. C'était un ami de Clouzot, ce monsieur qui t'hébergeait. Il m'a dit, quand tu vas à Paris, si tu vas dans le théâtre, va voir Clouzot, il va peut-être donner du travail. Alors, j'ai eu une réponse de Clouzot, d'accord, vous venez chez moi à telle heure, etc. Et j'ai attendu dans un petit boudoir, au moins 1 heure. Il est venu en robe de chambre. Et il m'a dit, je vous dis tout de suite, vous n'avez pas de gueule à faire du cinéma. Au revoir, monsieur. Et effectivement, tu n'as jamais fait, ou pratiquement jamais fait du cinéma. Si, une fois avec... Un cinéaste du Jura, je crois. Non, oui, mais on ne le voit plus dans le film. Maintenant, c'est coupé. Comment ça s'appelle, ce film? Oh là là. Il y avait Montand qui était là. Et c'était... Comment? Oh, qui a fait ces films magnifiques d'une époque. Oh, ben écoute, ça, on y reviendra. Oui. Mais en fait, le cinéma ne t'a pas attiré et tu n'as pas attiré le cinéma. Ou est-ce que toi, tu aurais eu envie de faire du cinéma? Ah oui. Ah oui. Ah oui, beaucoup. J'aurais eu envie surtout de travailler avec, ce type magnifique qui est vieux maintenant et qui est venu souvent à Saint-Étienne parce qu'il était amoureux de Delphine Seyrig. C'est... Oh, il n'y a que lui qu'on est... Il est âgé maintenant. Je ne sais plus. Ouais. Et alors... Ça me reviendra. Oui, bien sûr, et tu le diras à ce moment-là. Non, revenons aussi sur ce que tu venais de dire sur la question de la lecture. Je crois que tu as dû faire des exercices que suite à... Tu peux nous raconter un peu concrètement suite à Buchenwald et à ce moment où tu étais... 20 règles en bois que j'ai complètement laminées. Là, comme ça, des cailloux, pour faire obstruction. Comme ça, j'ai travaillé techniquement. Bibobu. Oui, mon douminé, la mini, oui, la mini, et la manie, la manie, et manie de Mélanie. Comme ça, je travaillais comme un fou. Et surtout, quand j'ai voulu, et même maintenant, quand je travaille en récital, il y a des moments où je prends mal ma respiration, et tout à coup, je laisse tomber le texte. Alors, il y a 2 choses que j'apprends, c'est respirer. C'est tous les comédiens.
La base, c'est la respiration. Puis après l'articulation. Mais voilà, l'articulation sans voix, sans désarticuler. C'est un problème. Mais quand tu racontais ton émerveillement face à la page de Sartre et aux ratures, j'ai l'impression que ça a à voir avec ce que tu viens de dire sur ta façon à toi de t'approprier l'élocution et la parole. Moi, à un moment, je voulais prendre ces textes, puis j'aurais dit du Sartre. Et j'aurais dit à un moment, voilà ce qui a été rayé. Et de dire ce qui est rayé. Et de dire ce qui n'est pas rayé. Une lecture faite avec un poète où il m'aurait confié les manuscrits. Et de ma manuscrit écrit avec toutes ces ratures. Et j'aurais raconté les ratures et tout ça. Et j'aurais essayé de raconter sur les ratures ce qu'il avait décrit, ce qu'il a supprimé. Et on aurait découvert des choses magnifiques. Donc si on reprend le fil de la chronologie, Maupassant, c'est en 64, c'est ton premier récital chez Planchon. Oui. Je crois que là aussi, tu peux dire un mot peut-être. Le Dickens, tu l'as fait tout seul, avec le souvenir évidemment de cet acteur anglais qui t'avait marqué. Emlyn Williams. Et à partir du Maupassant, on ne peut pas parler de metteur en scène, mais tu vas quand même chaque fois soit répondre à un désir, comme c'est le cas de Bagouet sur Bove, soit toi-même aller chercher quelqu'un pour t'accompagner. Donc tu vas jamais faire ça complètement seul finalement. Non, moi je veux pas être seul. Donc qu'est-ce qui fait que par exemple, puisque Kerboul c'est le premier dans l'histoire, hein, bon, il était je crois au TNP, hein, oui, mais comment ça s'est fait, comment tu as pu entraîner quelqu'un sur ce qui était au départ quand même une activité peu commune? Ben, c'est-à-dire que je me rappelle pour le cas Kerboul, je sentais, parce qu'il était assistant, puis je l'aimais bien, il m'aimait bien, et j'avais confiance, avoir une espèce de confiance en lui. Et quand je lui ai dit ce projet, il était, oui d'accord, on va monter ça, etc. Mais j'aime et j'aime pas. C'est difficile. J'aime et j'aime pas. Parce que c'est dur de trouver quelqu'un qui ait le même engagement que toi pour une lecture. Tu rencontres beaucoup, dans les metteurs en scène, c'est surprenant, des gens qui veulent marquer leur présence par un jeu, par quelque chose comme ça. Et moi, je voulais qu'il n'y ait rien, que la lecture. J'y suis jamais bien arrivé. Et j'arriverai jamais. Comme ça, tu continues. Bah oui, ça donne un oui, sens à ma vie. Ça, c'est une chose qu'on a lu lors d'un de nos autres entretiens, où Planchon le stigmatise presque dans ta mise en doute permanente, oui. qui devient, parce qu'elle est permanente, parfois un peu perturbant aussi pour l'autre, parce que face à quelqu'un qui en permanence doute... Et perturbant pour moi aussi. Bah pour toi, ça c'est la moindre des choses, mais est-ce que ça, sans faire à nouveau de psychanalyse de sous-préfecture, est-ce que c'est quand même pas lié à une histoire où tu as été mis très jeune dans des situations violentes et totalement déstabilisantes, et que le théâtre est un combat pour reconstruire ça, mais qu'au fond c'est jamais possible, puisque tu doutes toujours, tu as une sorte de suspicion généralisée sur toi-même, sur les autres, pas les autres au sens policier du terme, mais tu te suspectes toi-même, et donc par là même tu suspectes aussi les autres. Oui. Quelle est ta question? Ma question, est-ce que tu finiras un jour cette enquête à ton propos? C'est-à-dire? Tu sais, il y a ce film de Orson Welles, Mr. Arkading, où en fait on se rend compte que l'enquête est menée par celui-là même qui est le sujet de l'enquête. Oui. J'ai l'impression des fois, toi, que tu es dans une sorte de posture où tu te mets dans des positions où tu enquêtes sur toi-même sans le savoir tout en le sachant. Oui, parce que je suis tenté d'une chose un peu complexe, un peu... Je ne sais pas si c'est vrai, je n'arrive pas. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que trouver l'évidence? Comme un enfant, parfois, joue ou dit des choses, ça bouleverse un adulte parce qu'il vient de dire une chose que toi, tout adulte que tu sois, tu as pensé pendant des heures. Et d'un seul coup, ça sort comme ça. Je voudrais arriver à cet art suprême, pas seulement de bien dire, mais de vivre, d'exister devant des gens, de ne pas être en position, simplement regarder, je suis le lecteur, j'ouvre le livre, je sais que vous m'aimez tous. Voilà. Et tu dis bien, j'aimerais un jour avoir un art de mal dire, arriver à pas bien dire, et arriver à tout dire. Et
sais pas comment expliquer ça. Non, mais je crois que tu l'expliques bien. Et donc, être enfin libéré quelque part de cet apprentissage qui a été au fond assez brutal, Oui. Et d'être comme émancipé de tout ça sans pour autant le perdre de vue, quoi. Oui. Alors, après Maupassant, c'est Tchekhov. Donc, tu choisis quand même des immenses hein, de la littérature. Ben oui, oui, attention, je vais te ouvrir ouais. une parenthèse. Ouais. J'ai un grand truc là-dedans. Je dois dire que j'ai un grand absent. Mon rêve, Ton rêve, mais en fin de compte, est-ce que j'ai manqué de courage? c'est quoi? C'est de dire un inconnu. Un inconnu. Mais qu'est-ce que Que je ça veut trouverais. dire, un inconnu? Ça veut dire que par exemple, tu es dans la rue, tu passes à un feu rouge, il y a quelqu'un qui dit, vous allez, attention, il y a des voitures qui passent. Merci monsieur, on va boire un coup, on va boire un coup. On boit un coup, et tu apprends que c'est un bonhomme qui écrit, comme ça, et qui dit, qui a un boulot dans une usine ou dans un... mais qu'il adore écrire. Et après, tu lis une amitié, puis un beau jour, il dit, je sais pas, j'ai apporté ça, je sais pas si c'est bien. Je rêve de ça, de ce manuscrit. Je m'arrête parce que j'ai les larmes aux yeux. Mais est-ce que tu n'as pas toujours Je suis un con. peu cette attention, Oui. même quand tu as tout d'un coup deux nouvelles de Tchekhov, deux contes de Tchekhov, de les considérer Non. comme ça? Ils ont tellement été aimés avant moi. Moi, je mets Oui, le mais alors là, premier. c'est plus en fait, donc effectivement, c'est pour ça sans doute qu'il y a cette émotion. C'est plus forcément les textes en tant que tels, c'est la rencontre avec un être humain aussi peut-être. Oui, mais aussi avec un texte aussi. La rencontre avec un texte humain qui a écrit un texte merveilleux. Ça, c'est mon grand... Mais de vouloir être le premier, ça a une valeur pour toi? C'est pas d'être le premier, c'est d'être... Si, Parce que c'est peut-être peut-être le ça. révélateur quand même, Oui, d'être le premier. c'est le d'être le- révélateur. Parce qu'on m'a toujours dit une chose, que je traîne comme un boulet avec moi. Ah, c'est bien ce que vous faites. Mais un jour, j'aimerais bien que tu dises un texte contemporain. Toi-même, tu m'as dit ça un jour. Et tout le monde me le dit, d'une façon plus ou moins comme ça, et comme une vérité. Et ça j'ai toujours traîné ça comme un boulet. Et je me suis dit, je veux pas le faire parce qu'ils vont me le dire, parce qu'ils le veulent. Il faut que je trouve. Mais j'ai jamais eu l'occasion de trouver quelqu'un. Un jour, si, j'ai trouvé quelqu'un, mais ce texte m'a pas plu. J'arrivais pas à rentrer dans le texte. Eh oui, ça arrive. Mais en tout cas, moi je suis pas sûr de t'avoir dit ça parce que cette sorte de tyrannie du contemporain, comme une sorte de valeur absolue et définitive, c'est pas mon truc. C'est peut-être pas tout. Et de fait, en travaillant Louis Arty, en travaillant Le Petit Ramoneur, qui est un texte quand même Ah du oui. XXe siècle, en travaillant, si je ne m'abuse, c'est pas un texte très ancien, Le Petit Ramoneur. Ou bien peut-être que oui. Un peu ancien, Oui. il date de 14-18, un peu Oui, là. non, quand même, alors je dis des bêtises. Tu vois. Et puis surtout en travaillant Cohen, bref, en travaillant Bobby, La Pointe. Bon, d'accord, non, mais à partir de là, Il est tu verras connu. si il est connu. Donc, quand même, c'est pas seulement le contemporain, ça pourrait être un texte déjà ancien que personne ne connaîtrait et qui Oui, vraiment aussi. t'intéresserait. Ça aurait la même valeur pour toi? Peut-être, oui. Un texte Un ancien. texte dont tu ne connaîtrais pas l'auteur. Ouais. Si j'ai un rêve, ça va te faire sauter. Mais pourquoi? C'est de dire un évangile de la Bible. Pourquoi pas? Pas de dire un évangile de la Bible sans... en effaçant toute cérémonie religieuse. Païen. Païennement. Eh ben voilà.